Sunday Production. Pour beaucoup d'entre nous, les routes sont nos terrains de jeu. Mais pour certains, elles représentent un champ de bataille où chaque course peut définir toute une vie. Liv Westphal était l'une des athlètes les plus talentueuses de sa génération. Détentrice du record de France du 10 km, elle était l'une des rares athlètes capables de rivaliser avec les coureuses kenyanes et éthiopiennes. À seulement 17 ans, elle traverse l'Atlantique, laissant derrière elle sa famille, avec pour objectif de devenir l'une des meilleures fondeuses européennes. En 2019, tous ses efforts commencent à payer. Elle décroche enfin des records avec les Jeux Olympiques en ligne de mire. Mais le sport de haut niveau peut parfois être impitoyable. Une blessure inconsolable met fin à ses ambitions de podium et lui impose la fin de sa carrière. Un moment où les athlètes se retrouvent souvent seuls face à l'une des épreuves les plus douloureuses de leur vie. Je suis née à Milan en 1993, d'un père strasbourgeois et d'une mère milanaise. Et je garde un souvenir très bon de cette ville. Je me rappelle aller à la maternelle tout à fait au centre de la ville, être emmenée sur le porte-bagages de ma maman en vélo. Donc c'est vrai que c'est des souvenirs très familiaux pour moi. À 5 ans, mes parents décident de déménager à Limoges, donc du coup de rentrer en France. Et à l'époque, je parlais pas un mot de français. C'est-à-dire que ma première langue, ça a été l'italien, que j'ai d'ailleurs parlé très tard, parce que j'étais un petit peu confuse entre les deux langues. Et donc voilà, j'ai 5 ans, j'arrive en maternelle et je sais pas un mot. Mais à cet âge-là, on est des éponges, donc en 3 mois, j'ai appris le français, je suis devenue bilingue. L'intégration à Limoges s'est faite tout naturellement. Je pense que c'est une ville très agréable pour justement passer son enfance. C'est une ville très, très sûre, une ville très verte. J'ai plus ou moins aimé l'école. J'ai toujours été très passionnée par le sport. D'ailleurs, je pense que mes toutes premières foulées de pistes ont dû se faire sur une très petite piste de Limoges. Je me rappelle d'ailleurs d'avoir fait des crosses scolaires où je me débrouillais pas trop mal. Mes parents n'ont eu qu'un seul enfant, donc du coup je suis fille unique. Et évidemment tous les stéréotypes qui en découlent, c'est-à-dire être très, très individualiste, etc. Et de là, le souhait de m'inscrire en sport co. Et Limoges étant terre de basket, ça allait de soi de m'inscrire au basket. Et ça n'a pas du tout été le coup de foudre. Dans le sens où je ne savais pas quoi faire du ballon, je n'avais aucune coordination. J'aimais effectivement l'esprit d'équipe, ça oui. Mais ce qui me réussissait le plus, c'était de courir sur le terrain. D'ailleurs, on m'appelait la mobilette. Mais voilà, du moment que j'avais pas le ballon, je gardais le calme. Et donc, j'ai fait du basket de mes 10 ans à mes 14 ans. Et à mes 14 ans, j'ai eu un problème de genou, donc j'ai arrêté le basket. Et je suis restée 1 an sans faire de sport. Et après 1 an, s'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire de mes mercredis après-midi. Et j'hésitais beaucoup entre natation et athlétisme, et puis finalement, ça s'est réglé à qu'est-ce qui était le plus près de la maison. Et la piste était légèrement plus proche que la piscine. Et je m'inscris du coup à l'ASPTT Limoges en 2000, ça doit être 2008. Et à partir de là, j'essaie un peu de tout. Je fais du javelot, des haies, même de la perche, que je crois que j'ai même pas réussi à soulever mon corps d'1 centimètre. Et puis finalement, on m'a fait faire des diagonales sur la pelouse, donc c'était un petit peu plus adéquat. Mais le gros tournant, ça a été janvier 2009, quand on part à Valence pour 6 mois. Je pars à Valence parce que mon père a un sabbatique de 6 mois et ça s'était négocié soit à Séville, soit à Valence. Et Valence était légèrement plus près que Limoges. C'est 1000 bornes entre les deux villes. Donc on est parti pour vivre 6 mois là-bas, sans connaître rien de la ville, rien de la culture, rien. À l'époque, Valence n'était pas encore la capitale du running que c'est devenu. Donc c'est, je pense, une chouette coïncidence de la vie que déjà à 15 ans, je sois amenée à cette ville. Et donc janvier 2009, je m'inscris en club d'athlé pour me faire des copains, et aussi parce que j'aimais déjà courir. Et en fait, je pense que à cet entraîneur, à Edu, il s'appelait, je lui dois toute ma carrière sportive.
Parce que je suis arrivée, je crois que je devais valoir 5,30 sur 1500. Et 6 mois plus tard, quand je suis repartie, j'avais fait 4,47, je me rappelle. Je me rappelle parce que j'avais réussi à me qualifier pour les championnats d'Espagne junior ou cadet de l'époque. Et donc là, je découvre l'athlé, quoi. Enfin, je découvre ce que veut dire s'entraîner, je découvre les fractionnés sur piste, je découvre les footings un peu plus longs, je passe de 1 entraînement à 4 entraînements par semaine. C'est un entraînement intense. À 15 ans, normalement, c'est synonyme de liberté, de première bêtise, et pourtant, je trouve énormément de plaisir à m'épanouir dans une nouvelle discipline avec beaucoup de structure, beaucoup de rigueur. Aussi être encadré par un groupe. Je connais aussi les premiers voyages au championnat, donc en Galice, en Andalousie, à Barcelone. Donc ça aussi, c'est un peu c'est une autre forme de liberté en fait. C'est-à-dire que je pars à l'aventure et avec des objectifs très précis, avec des temps, des chronos, des frissons sur la ligne de départ. Donc c'est vraiment la découverte d'un nouveau monde. Et je pense que ce qui m'a sauvée, c'est que je suis restée que 6 mois. Si j'étais restée un petit peu plus, voire 2 ans, probablement je me serais un peu grillé les ailes. Mais c'était vraiment la durée juste pour pouvoir franchir un cap et puis découvrir, me passionner par l'athlé. Et donc je rentre à Limoges pour faire ma première et ma terminale, donc finir mon cursus scolaire. Et là je commence à travailler avec un coach à Limoges. Et j'ai réussi donc à devenir championne de France junior du 3000 mètres. J'ai réussi à obtenir ma première sélection en équipe de France junior. Et donc, je fais ma première ma terminale avec de très bonnes notes. J'ai réussi à avoir mon bac avec une moyenne de plus de 18. Donc, on me dirait que la voie tracée, c'était prépa, grande école à Paris. Donc, vraiment le système franco-français. Et ensuite, travailler dans ces secteurs-là. Sauf que, entre-temps, la passion de l'athlétisme était devenue de plus en plus grandissante. Et je savais que me lancer dans des classes prépa voulait dire aussi mettre tout ça de côté. Et je savais que c'était vraiment le début de quelque chose de très fort. Et je me rappelle d'ailleurs Marion Joly-Testo qui était très très bonne en junior, qui d'ailleurs après est devenue une amie, qui réalisait tous ses temps à New York. Et donc, en 2010, je prends contact avec elle et elle m'indique une agence avec qui travailler pour pouvoir partir en fac. Là, je parle de 2010-2011, donc c'est pas comme aujourd'hui où c'est devenu très structuré, où il y a de plus en plus d'étudiants qui partent. Là, c'était un petit peu l'inconnu. Mais je pense que ça a été vraiment un super choix parce que c'est très compliqué, on dirait pas, mais au niveau administratif, c'est très très compliqué. Il faut quand même passer le SAT, qui est l'équivalent du bac aux États-Unis. Il faut passer le TOEFL, qui est un examen en anglais. Il y a toutes les paperasses administratives de la NCAA. Il y a le visa, évidemment. Donc ça voulait dire aussi, pour moi, aller à Paris au moins tous les mois, en plus de la terminale, de la prépa bac, des entraînements. Donc c'était une année de terminale très, 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 très chargée. Et je me rappelle d'un appel. C'était dans la voiture en revenant des France UNSS, d'un certain Randy, qui se présente en me disant qu'il est entraîneur au Boston College et qui serait intéressé par mon profil. Et pour moi, ça a été le coup de foudre. C'était une équipe qui montait bien, surtout sur 1500. Il y avait plein de filles qui couraient entre 4,20 et 4,25. Au niveau académique, c'était une des meilleures, surtout en business. Mais je me lance totalement dans l'inconnu. Le 7 août 2011, je me rends à CDG pour le grand départ. Je dis au revoir à mes parents. J'ai une grosse valise et je me rappelle, je crois que c'était mon premier déplacement seul en fait. J'ai 17 ans, je viens de passer le bac. Et je me rappelle que j'avais une correspondance à Madrid d'une demi-heure. Et donc, en fait, mon gros stress, je pense que je pensais plus à la correspondance à Madrid que si je loupais, je ne savais pas comment j'allais faire.
plutôt que de dire au revoir à ce moment-là. Correspondance que j'arrive à attraper au vol, littéralement. Dans l'avion, évidemment, je pense que j'étais relativement inquiète parce que je me lançais dans l'inconnu le plus total. Mais je pense que j'allais vraiment à l'instinct, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait pas que je réfléchisse trop parce que sinon, j'allais faire demi-tour. Parce que je laissais quand même derrière moi mon foyer, mon pays, mes parents, toute ma vie, quoi. Et surtout que aussi à l'époque, il y avait un peu le stéréotype, tu pars aux États-Unis, tu vas te griller là-bas, ça s'entraîne beaucoup trop. Je prenais une trajectoire totalement alternative à ce que j'avais en tête auparavant. Donc évidemment, il y avait un petit peu d'inquiétude. Mais je savais qu'il fallait pas que je réfléchisse trop. Et dans la tête, je pense honnêtement que je me disais, je vais voir si je tiens jusqu'à Noël. Et je me rappelle atterrir à Boston Logan, donc du coup l'aéroport. Donc on atterrit vraiment quasiment sur l'Atlantique. Ça s'est arrivé sur l'eau. Et je commence à voir les gratte-ciel de la ville. Et là, je comprends, ça va être ma maison pendant 4 ans minimum. Et je n'aurais jamais parié que ça allait durer 7 ans. Donc là, je pars pour un tiers de ma vie, en fait. Et je me rappelle d'ailleurs, donc du coup, évidemment, je connais le coach avec qui j'avais quand même fait pas mal de correspondances. Je connais l'équipe. Je connais aussi mes colocs qui seront mes colocs pendant 5 ans, qui sont aussi dans l'équipe des stipleuses. Et je me rappelle, et d'ailleurs c'est une légende que mon coach américain adore raconter, que quand ils m'ont donné l'équipement de l'université, tout griffé avec BC dessus, donc Boston College, j'ai commencé à pleurer parce que là je me suis rendu compte que c'était pour de vrai, quoi. Il n'y avait pas de billet de retour immédiatement. Et donc ça a été un moment super émotif en fait de la distribution des équipements. Donc là je découvre avec de grands yeux le campus, qui est un campus très gothique de la New England, donc tout en hauteur d'ailleurs, qui est aussi bordé par un lac artificiel qui fait 2,5 km de circonférence, et je pense que j'aurais fait l'équivalent du tour de la Terre sur ce lac. Et donc oui, un campus incroyable, avec des infrastructures sportives dignes de film, surtout pour le football américain, qui est vraiment à part par rapport aux autres sports universitaires. Il y a un budget totalement différent. Donc ils avaient leur propre bâtiment, leur propre gym, leur propre centre médical. Et puis évidemment toutes les infrastructures, les bibliothèques vraiment à la Harry Potter. Donc oui, un campus incroyable dans une ville aussi très très européenne, avec une très forte histoire, une très forte identité. Et donc je pense aussi que ça a matché avec moi, dans le sens où je pense pas que j'aurais aussi bien vécu dans une ville vraiment au fin fond des États-Unis. J'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager avec l'équipe, donc de voir aussi des endroits totalement inédits, par exemple comme l'Iowa, comme l'Indiana, comme l'Alabama, où c'est un autre monde aussi, totalement un autre monde. Donc oui, ça a été le coup de cœur. Après, évidemment, au niveau linguistique, ça a été très très dur au début, au niveau académique, parce que le système est aussi très différent. Le système d'enseignement, c'est beaucoup plus basé sur la communication. Moi, je venais quand même d'un système vraiment de bachotage où voilà, tu allais en cours de philo et c'était petit 1, petit A, petit tiré. Et tu répétais ça, tu répétais vraiment les mots du prof, tu prenais des notes. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges quand même. C'était, je venais quand même de passer le bac, donc beaucoup de bachotage. Et là, je me retrouve en cours et c'est très très différent. Je veux dire, les étudiants interrompent le prof tout le temps, ils lèvent pas la main. Mais il y a énormément de communication, il y a vraiment un échange constant. Et pour moi, au début, ça a été très dur. Même au niveau linguistique, au début, je me rappelle justement le cours de philo, de ne pas être capable de prendre des notes. Ça allait trop vite. C'était très dur. Et je pense que c'est aussi pour ça que la course a été une grande aide, parce que c'était justement entre midi et deux aux entraînements où il n'y avait plus de barrière linguistique. C'était vraiment les jambes qui parlaient. Et
Et c'était à ce moment-là où j'ai pu commencer à tout doucement à progresser au niveau échelon, mais le premier cross, les premiers championnats de cross universitaires en division 1, j'ai dû faire, je crois, 89e la première année. On était 250 au départ. Et si tu pars pas à moins de 3 minutes au kilo, c'est pas la peine, tu te fais manger. Donc je pense que ça m'a énormément apporté de ce côté-là, c'est-à-dire savoir courir avec la densité, ne pas se laisser submerger par l'angoisse aussi, parce que c'est angoissant de courir avec un peloton aussi dense. Et tu sais que si tu ralentis d'une seconde, t'as 15 filles qui te passent. Donc je pense que ça m'a énormément apporté de ce côté-là, parce que aussi pour les courses en Europe quand je rentrais. Il faut savoir qu'aux États-Unis, surtout dans les universités privées, les frais de scolarité sont très élevés. Parce que il y a la tuition, on appelle ça, qui rentre en compte. Donc, c'est-à-dire le prix des cours en tant que tel, le prix des manuels, par exemple, aussi, qui est très élevé. Donc, tu as la tuition, tu as l'hébergement, surtout dans une ville comme Boston, qui est extrêmement cher, aussi cher que New York, par exemple. Le prix estimé, on va dire, dans mon cas, c'était entre 62 000 et 65 000 dollars l'année. Donc, quand même un prix très, très, très élevé. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples aux États-Unis qui, dès qu'ils tombent enceintes, ils savent qu'il faut commencer à économiser parce que voilà, c'est une somme énorme. Ou encore de jeunes actifs qui savent qu'ils vont payer les frais de scolarité jusqu'à leurs 50 ans, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est vrai que quand tu viens d'Europe, forcément, tu ne comprends pas vraiment cet état d'esprit. Mais c'est quelque chose de totalement normalisé là-bas. D'ailleurs, avoir une bourse sportive, c'est vraiment une des façons, on va dire, les plus simples, entre guillemets, d'obtenir de l'aide financière pour pouvoir aller à la fac. Mais ça reste quand même un pourcentage assez minimal d'étudiants. De mémoire, on devait être 15 000 en undergrad, donc en bachelor. Donc entre 18 et 22 ans, et il devait y avoir un peu moins de 500 sportifs, tous sports confondus. Donc ça reste quand même un pourcentage d'élus, entre guillemets, assez réduit. Donc c'est une grande chance. Et évidemment, ça veut aussi dire parfait. C'est-à-dire que ça reste quand même un salaire, entre guillemets, très, très significatif. Mais en contrepartie, il faut que tu saches représenter ton université au plus haut niveau. Et surtout, savoir répondre aux championnats américains, là où tout se joue au niveau collectif notamment. Donc évidemment, l'un des effets pervers du système, c'est que la finalité, c'est d'avoir une bourse sportive. Et donc, il y a pas mal de problèmes de surentraînement au lycée. Parce que justement, les lycéens savent qu'ils doivent perfer, par exemple, en junior ou senior year, donc c'est-à-dire en première et terminale, pour pouvoir avoir des perfs qui représentent un intérêt pour les coachs des différentes universités. Donc là, je parle surtout de Division 1, parce que j'ai évolué en Division 1 pendant tout ce temps. Après, en Division 2, Division 3, peut-être c'est différent. Et c'est vrai que malheureusement, c'était assez fréquent de voir, par exemple, certaines de mes coéquipiers arriver en première année et avoir des problèmes de fractures à répétition, des problèmes de burn-out aussi au niveau mental, la pression parentale, justement, de devoir perfer pour pouvoir étudier dans une bonne école. De la vingtaine de coéquipières que j'ai eues, on devait être 3 ou 4 à ne pas avoir de fractures de fatigue. Donc les fractures de fatigue étaient vraiment c'était totalement normalisé dans le sens où c'était très, très fréquent malheureusement. Il y a aussi un peu ce positivisme américain qui a un très bon côté dans le sens où il y a un optimisme de base, on a toujours de beaux objectifs, on est toujours motivé, mais derrière, tu sais pas exactement quelle est la superficialité de ce positivisme, dans le sens où tout va bien dans le meilleur des mondes, oui mais tu as mal. Donc tu es blessé, il faut être honnête dessus. Et c'est vrai que parfois, je pense que beaucoup d'athlètes ferment un petit peu les yeux parce que
La grosse différence aussi pour eux, c'est qu'après la graduation, après la remise des diplômes, leur carrière s'arrêtait. Et pour moi, c'était impensable d'avoir une date de fin de carrière. C'est-à-dire que tu sais que le 15 mai 2015, tu décroches ton diplôme avec le chapeau carré, et tu sais que le 16 mai, tu n'es plus athlète. Parce que ta carrière universitaire s'arrête, et donc aussi ta carrière sportive. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est pas le même système de club qu'en France. C'est-à-dire que justement, une fois que tu arrêtes d'être en équipe universitaire, après, c'est compliqué de retrouver cette structure. Parce que soit tu atteins un tel niveau que tu peux intégrer une team de marque, c'est-à-dire par exemple le Bowerman, le team New Balance Boston, le Brooks, le OASI. Mais bon, là, on parle quand même d'un niveau très, très, très élevé parce qu'en plus, il y a une densité aux États-Unis qu'on retrouve pas en Europe. Donc, on parle de 0,3%, je crois, des athlètes, tous sports confondus. Soit tu fais partie d'une crew, mais là encore, c'est pas la même structure de club qu'en France. Il y a pas de club, il n'y a pas vraiment de structure fédérale à proprement parler. Ouais, il n'y a pas de championnat national qui soit ouvert à plein de monde comme en France, donc c'est quand même encore une portion très très restreinte des athlètes qui peuvent y participer. Donc tu te retrouves un petit peu esseulé, on va dire. Et c'est pas toujours évident parce qu'en plus ça arrive à un moment où tu commences une carrière professionnelle, où bon, t'as 24-25 ans, donc je pense que c'est une transition assez compliquée quand même. Que bon, moi j'ai pas vécu, mais que j'ai vu beaucoup d'amis vivre, et je pense qu'il y aurait aussi beaucoup à faire de ce côté-là, justement, pour un petit peu assouplir un peu cette transition, parce qu'on passe quand même d'un cadre ultra structuré à être totalement esselé, quoi. Et c'est vrai que bon, plus au niveau course de fond, par exemple, bon, maintenant j'ai plein de copines qui aujourd'hui, je pense, courent le marathon de Boston, mais je pense aussi à ceux qui font des haies ou du javelot ou du marteau. Enfin, eux, par exemple, ils savent que ce jour-là, ce sera la dernière fois qu'ils toucheront un marteau ou qu'ils franchiront des haies. Je pense que c'était très très dur de voir ça. Cette économie du sport et des études offre aussi beaucoup de moyens. C'est-à-dire qu'on pouvait voyager à certains championnats, il y avait un budget à l'année. Donc je pense aussi, on a tendance à pas se rendre compte de tout le côté administratif d'être entraîneur universitaire aux États-Unis. C'est-à-dire que finalement, l'entraînement de 2 heures entre midi et 2, c'est la partie la plus simple et la plus courte de la journée. Mais derrière, il y a tout un côté administratif qui est très très carré. Il y a des lois NCAA très 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 dures aussi, dans le sens où, par exemple, normalement en division 1, tu n'as pas le droit de t'entraîner plus de 6 fois par semaine. Donc l'équipe ne peut pas se retrouver tous les jours. Tu as obligatoirement un jour de repos. Bon, après, étant donné que c'est un sport individuel, chacun fait ce qu'il veut le 7e jour, mais il y a plein de règles comme ça. À mon époque, par exemple, aujourd'hui ça a changé avec les deals NIL. On n'avait pas le droit de recevoir de l'argent autre que de la bourse universitaire. C'est-à-dire que si quelqu'un t'offrait un repas parce que tu avais battu un record, tu pouvais perdre ta bourse sportive. Donc par exemple, moi je me rappelle qu'une année j'avais fait 3e à Vallecas, donc aux 10 km de Madrid, et j'avais pas pu recevoir de prime parce qu'à l'époque j'étais encore sous contrat avec mon université. Donc j'ai vécu sur le campus plus de 5 ans, donc c'est assez similaire en fait à ce qu'on voit dans les films, hein. Dans le sens où c'est une mini-ville où on a tout à portée, on a, si tu veux ne pas sortir du campus pendant des mois, tu peux. D'ailleurs le centre de Boston était à 20 minutes, mais c'était comme si c'était à 3 heures parce que l'emploi du temps est très très chargé, mine de rien. On a aussi tendance un peu à stéréotyper le double projet sport-études comme si on faisait que du sport, mais bon, il faut aussi pas mal bosser. Et puis évidemment, il y a toute la vie d'étudiants sur campus telle qu'on le voit dans les films, hein. Ça sort pas de nulle part, c'est-à-dire beaucoup d'alcool aussi.
Des fêtes tous les week-ends, hors campus, évidemment les football games. Donc une vie bien mouvementée. Et c'est vrai qu'en ayant quand même le double profil student athlete, il fallait quand même bien savoir gérer les 3 aspects, c'est-à-dire l'aspect étudiant, l'aspect sportif et l'aspect social. Et c'est vrai que c'était pas toujours évident parce que, bon, justement, l'aspect social aux États-Unis se résumait souvent, malheureusement, à des week-ends un peu très arrosés. Donc oui, comme on le voit dans les films, hein. Surtout en première année où c'était malheureusement très, très commun de voir des comas éthyliques, des choses comme ça. Donc c'est aussi un peu on va dire le dévers de la médaille, le revers de la médaille, pardon, où je pense que l'entrée à l'université aussi voulait dire était synonyme de liberté totale pour beaucoup. Ce que je retiens de cette aventure scolaire et sportive à Boston, c'est surtout le mindset très positif, très déterminé, et aussi l'énorme densité de perf. C'est-à-dire qu'on apprend à ne pas se poser de limites. Gagner une course là-bas, ça devenait toujours très très rare parce qu'il y avait toujours quelqu'un de meilleur, donc toujours quelqu'un sur qui se baser aussi. Il y a tout l'aspect collectif que j'ai adoré. On a toujours eu une équipe d'une vingtaine de filles qui se renouvelait aussi tous les ans, hein, parce que certaines partaient après la graduation et des jeunes arrivaient. Et puis aussi la culture de l'effort. Donc on arrivait vraiment à se tirer l'une l'autre. Et je pense que j'ai eu une chance énorme avec mon entraîneur qui me laissait aussi faire toutes les compétitions en Europe. Donc j'ai pu faire tous les championnats d'Europe de cross. Et j'ai pu aussi gagner les championnats d'Europe Espoir sur 5000 en 2015. Donc il m'avait vraiment laissé l'opportunité de faire le double projet européen et américain. C'était dur parce que du coup j'avais très peu de repos entre les saisons. Mais je pense que ça m'a fait énormément grandir. En 2018, je décide de rentrer en France, donc de vraiment fermer le chapitre américain. Les 2 dernières années, j'étais en bourse scolaire, donc j'enseignais le français le matin et j'allais en cours l'après-midi et je m'entraînais entre midi et 2. Et avec la fermeture du chapitre aux États-Unis, j'ai une grosse fatigue et j'ai compris que pour pouvoir continuer à progresser en athlétisme, il fallait vraiment que je tente le tout pour le tout. C'est-à-dire me lancer dans le sport pro à 100%. Et donc je décide de rentrer parce que aux États-Unis, une fois que tu es sorti un peu du système universitaire, c'est très compliqué au niveau du visa notamment. Et je sentais au fond de moi que c'était une page qui était en train de se tourner. J'avais vraiment envie de rentrer en Europe, de me rapprocher de ma famille aussi. Et donc 2018 arrive, donc l'été, et se pose la question d'où est-ce que je vais me rediriger. Et pour moi, Valence était une évidence parce que j'avais déjà un pied-à-terre, j'avais déjà des connaissances, des amis, et c'était en train de devenir tout doucement la ville du running, avec notamment connue pour son climat très très agréable toute l'année. Et donc je me suis dit je repars sur Valence et cette fois je m'y installe définitivement. Mais là encore, je me suis pas projetée dans les années ni rien. J'ai toujours fait un petit peu au jour le jour. Et à partir de là, j'ai changé d'entraîneur évidemment. J'ai commencé à travailler avec un entraîneur espagnol et avec un groupe de garçons, donc 6-7 garçons qui, on va dire, amateurs de très très bon niveau puisqu'ils courent entre 30 et 32 minutes sur 10 000, entre 2,20 et 2,27 sur marathon. Et donc je me suis un peu créé mon team et les résultats sont très très vite arrivés. J'ai franchi un autre cap. Évidemment j'ai dû un petit peu me remettre de la grosse fatigue de la dernière année à Boston et je commence à retrouver des sensations par exemple aux Europes de cross en 2018. Et 2019 pour moi est vraiment l'année où je franchis un autre statut
où je pars aussi en stage pour la première fois en altitude au Kenya, où je découvre vraiment le sport de haut niveau. Et pas forcément si facile que ça en dehors de la piste, c'est-à-dire que je m'élance aussi dans le sport de haut niveau, sachant que financièrement c'est pas simple. J'ai un bon palmarès espoir, mais en senior il faut encore que je démontre ce que je vaux. Donc évidemment le contrat d'équipementier n'est pas forcément très élevé. Bon, un très bon athlète espoir qui doit encore faire ses preuves en senior, probablement peut espérer gagner entre, je dirais, 8 000 et 15 000 euros l'année peut-être, une fourchette assez large. Bon, maintenant, il y a aussi tout le côté influenceur, réseaux sociaux qu'il n'y avait pas forcément quand moi j'ai commencé en pro, c'est-à-dire en 2018. Donc les revenus, ces revenus-là viennent. Donc là, je parle de revenus de marques sportives, hein, donc de sponsorship. Après, bon, il faut aussi ajouter tout ce qui est primes de course et peut-être d'autres sponsors locaux. Peut-être aussi les clubs peuvent aider au niveau fédé, mais là, on parle quand même d'athlètes qui ont déjà perfé à haut niveau. Donc c'est sûr que quand on a quand même un gros bagage d'études et qu'on peut prétendre à gagner bien plus, il faut être convaincu de son affaire, et je pense qu'au fond de moi, je savais que j'avais une marge de progression, et je savais aussi que c'était le moment de le faire. C'est-à-dire j'avais 26 ans, c'était à ce moment-là ou plus jamais. Donc ça a été une prise de risque. Bon, aussi modérée, hein, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais choisi Valence. C'est-à-dire que j'avais déjà pied à terre, et puis la qualité de vie, le coût de la vie est bien moindre par rapport à la France, même au jour d'aujourd'hui. Donc c'est sûrement pas évident de vivre avec de telles sommes, avec une activité aussi qui est relativement éphémère, c'est-à-dire qu'il y a des bonus, mais il y a aussi des malus de performance. Donc c'est aussi très facile d'avoir moins de 30% si tu fais pas plus de 9 courses dans l'année, ou si tu fais pas tel temps. Donc c'est sûr que c'est pas... Je sais pas si on idéalise l'athlétisme, je pense pas, mais c'est pas un sport très évident de ce côté-là. Après, évidemment, dans mon cas, les choses ont évolué, donc j'ai eu cette chance-là, mais c'est sûr que quand je finis la fac et je décide de m'y investir à fond, ça a été une prise de risque considérable aussi. Donc finalement, les efforts payent, parce que après un gros stage au Kenya en automne 2019, et puis une cinquième place aux Europes de cross à Lisbonne en 2019 aussi, je bats le record de France de 10 km à Houille fin décembre. Et ça reste une course totalement atypique, parce que c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi au niveau du pacing, en fait, au niveau des temps de passage, au niveau de tout. L'anecdote que j'ai, c'est que mon entraîneur espagnol m'avait fait faire un test d'effort une semaine avant Houille. Et il faut savoir que la matinée du test d'effort, j'avais fait ma première leçon de conduite. Et je me rappelle qu'il y avait un camion qui m'avait un petit peu embêtée, et bon, j'avais fait plus ou moins une crise de panique. Donc j'étais sortie de la voiture totalement détrempée, d'angoisse. Et je pense que je m'étais un petit peu brûlé les ailes pour l'épreuve d'effort, parce que je l'ai fait. Mon coach me dit, Liv, je pense que à Houille ou à la prom classique que tu feras une semaine après, tu peux viser 32-30, tu vois. Moi, j'étais un peu déçue, parce que quand même, j'avais fait une bonne place aux Europes de cross. Je me sentais assez en forme, mais bon. Comme quoi, les statistiques restent des statistiques. Et oui, du coup, ok, j'y vais sans trop prétention. Et puis, on verra bien. De toute façon, apparemment, le parcours, il est dur. Il y a 3 bosses, 3 tours. Bon, on verra. De toute façon, après, il y a la prom à Nice, qui était donc le dimanche prochain. Et mon entraîneur m'avait dit, à Houille, tu vas doucement. Et puis, à la prom, tu essaies de battre ton record. À l'époque, je crois que c'était 32, 35, un truc comme ça. Et je me rappelle qu'à Houille, en fait, le départ est... Je sais pas si... il aura changé après, mais il était très, très étroit. Et avec un arbre aussi très mal placé, je crois.
Et donc en fait, on est parti super vite. Toute l'élite est partie très très vite et j'entends des cris autour de moi. Je pense que c'était Marie Bouchard qui était tombée juste à côté. Et là, je me dis, il faut que je sors de ce de ce groupe parce que j'ai fait un départ de cross à l'américaine, c'est-à-dire que je crois que je suis passée en moins de 3 minutes au premier kilo. Mais comme j'étais à la lutte pour la 3e place, j'ai pas du tout regardé le chrono. Je n'avais aucune idée des bases sur lesquelles je partais. Et j'avais pas du tout dans l'idée de battre un record de France. Mais alors, pas du tout. Et puis finalement, 8e kilo, je me suis dit, je pense que je suis en train de faire un bon truc, je vais quand même serrer les dents jusqu'au bout. Puis finalement, à l'arrivée, on me dit 31,15, mais je comprends pas. Enfin, après, bon, le GPS me dit la même chose, c'est une course homologuée. Bon, bah, ok. Mais là, je suis vraiment tombée des nues. Si un jour où je suis tombée des nues, c'était vraiment ce jour-là, parce que je m'y attendais pas du tout. Une fois ce record de France en poche, la question des Jeux Olympiques se pose du coup parce que mon temps était inférieur à ceux des minima, donc on parle encore de Tokyo 2020 parce qu'il n'y avait pas encore pandémie. Et donc là, je me rends compte que c'est tout à fait dans mes cordes. Et puis évidemment, arrive 2020 et arrive la pandémie qui chamboule la vie de tous. Et il arrive 2020 et non seulement la pandémie, mais arrive aussi un autre tournant dans ma carrière, le début de douleurs chroniques, qui m'avait déjà fait quelques appels du coin de l'œil, notamment, je me rappelle, aux 20 km de Paris en 2019, on était tout ensemble jusqu'au kilomètre 11, 12, et là, d'un coup, j'ai un point de côté, droit. Et je finis vraiment la course à l'agonie, à 15 à l'heure. Bon. Mais voilà, j'y repense pas 2 fois. Ça doit être un point de côté. J'ai eu mal pendant 1 semaine. Je suis partie au Kenya. Je me suis dit, est-ce que je rentre en Europe ? Bon, mais c'est passé. Et puis aux Europes de Cross 2019, le dernier kilo, pareil. Gros point de côté. Mais bon. Beaucoup de souffrance physique, mais ça passe. Et d'ailleurs, j'arrive à faire le record de France. Et ce jour-là, oui, je n'avais pas eu de point de côté. Donc bon, je me dis, ça doit être quelque chose de peut-être alimentaire, ou bon, ça arrive à tout le monde d'avoir des points de côté. Sauf que, été 2020, je fais la Diamond de Monaco sur 5000 mètres. Je pense que je suis dans la forme de ma vie, tout simplement. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche. J'ai pas de jambes. Et là encore, j'ai un gros point de côté qui arrive à mi-course. Et bon, bah, je finis comme je peux. Et là, je me dis, va peut-être falloir que je réussisse à régler ça. Et je me rappelle, j'avais les championnats de France de 10 000 mètres 2 semaines après où je comptais encore une fois essayer de battre le record de France, où on avait monté une bonne course, où vraiment tous les moyens étaient ouverts. Et 1 semaine avant, dernière séance de 8 x 1000, et impossible de lever la jambe droite. Bon, on me dit élongation du quadriceps, du sartorius. Bon, allez, 3 semaines de repos et ça passera. Sauf que c'est jamais passé. À partir de là, je n'ai pas réussi à repousser avec ma jambe droite normalement. Et débute un petit peu la grosse galère de la blessure à laquelle je n'arrive pas à mettre de nom depuis, que je vais résumer pour rester simple à des problèmes de psoas iliaque droit, donc probablement de bassin qui est levé vers la gauche, et à d'innombrables IRM, radio, écho qui n'ont rien donné. Voilà, beaucoup de souffrance aussi mentale parce que ça m'a stoppé net dans ma progression, dans mon plan de carrière. Et aussi un gros sentiment d'impuissance parce que je pense que je me suis jamais autant concentrée sur tous les à côté de l'entraînement que pendant les 3 années qui ont suivi. Et surtout, j'ai l'impression d'avoir tout à disposition, c'est-à-dire que mon statut avait changé. J'ai aussi changé d'équipementier, j'ai pu signer un très bon contrat avec Puma, une marque qui m'a soutenue du début à la fin, sans aucune pression de performance. Et donc j'ai passé 3 ans à passer de kiné à kiné, à essayer de trouver des réponses, à faire des semelles. J'ai dû faire 5 semelles différentes. J'ai renforcé toutes les parties du corps, à gauche, à droite. On m'a dit que les problèmes étaient à gauche, devant, derrière, enfin bon. Et je n'ai pas réussi à remonter la pente, tout simplement. Je n'ai pas réussi à régler le problème physique. Et pourtant, aux radios, aux IRM, on me disait
voilà, les os sont parfaits, les articulations sont parfaites, les analyses sont parfaites, tu as encore 10 ans de carrière devant toi, mais il y a ce bassin qui est tordu. Et on n'arrive pas on n'a pas réussi à le remettre tout droit. Et du coup, ça m'a donné cette sensation de ne pas pouvoir totalement utiliser ma jambe droite à pousser comme avant. Donc, ce qui était à l'origine probablement une petite élongation, en fait, était le symptôme de quelque chose d'un peu plus coriace. Et donc, ça a été 3 ans où j'ai énormément lutté, où j'ai énormément appris aussi. Moi qui, justement, aimais beaucoup ce côté en athlétisme de effort-récompense, qui marchait tout le temps, normalement. Et pourtant, j'ai compris que la vie, c'était pas des mathématiques, c'était pas forcément quand, justement, tu t'efforçais le plus que les choses arrivaient. Donc bon, je pense que je suis fière de comment je me suis battue, comment j'ai pas lâché l'affaire pendant 3 ans, où j'ai toujours été convaincue par mon potentiel pour revenir et pour perfer sur marathon. Mais en même temps, il y a quelques mois, j'ai compris qu'il fallait que je lâche prise, tout simplement, dans le sens où c'était plus cohérent pour ma santé physique et mentale de continuer, parce que je pense que voilà, ce qui me manquait, c'était aussi de comprendre que c'était pas forcément un échec d'arrêter d'essayer. Et normalement, la fin heureuse de l'histoire aurait été Liv est revenue à haut niveau, elle a pu faire des minima olympiques, mais c'est pas forcément la fin heureuse, et je pense qu'il y aura une fin heureuse. Il faut encore qu'un petit peu que je l'écrive. Donc en juillet 2023, je décide de mettre fin à ma carrière. Donc je m'étais posé aussi l'ultimatum, parce que je me suis dit si à l'été 2023 je vois que je n'arrive toujours pas à m'entraîner avec continuité, évidemment me qualifier pour les Jeux sur marathon allait être tout bonnement impossible. Et donc je respecte aussi cet ultimatum, parce que je l'avais un petit peu retardé à chaque fois. Et je décide d'appeler Puma et de terminer mon contrat. Et c'est vrai qu'on dit souvent que c'est la petite mort, et c'est pas anodin, parce que il faut aussi se rendre compte que la grande majorité des athlètes probablement ne choisissent pas leur fin de carrière. Je pense que c'est un grand luxe de vraiment la choisir, parce qu'il y a très souvent des blessures qui arrivent au top niveau. Mais c'est vrai que ça a été un deuil en tant que tel, donc, dans le sens où j'ai vraiment franchi les 5 étapes. Donc, le déni, donc non, c'est une petite blessure, ça va bien finir par passer avec tous les efforts que je fais. La colère, donc tout le sentiment d'impuissance, pourquoi ça m'arrive à moi alors que j'ai toujours fait tout dans la règle des choses, et sachant que j'ai encore de belles choses à démontrer, je suis encore jeune. Le marchandage aussi, donc si je récupère mon niveau, je ferai ci, je ferai ça. La déprime, il y a eu vraiment de gros passages à vide, parce que on remet aussi un petit peu en cause son identité. C'est quand même un sport où j'avais évolué pendant 15 ans, qui m'avait conduit aussi, qui avait été un peu le fil de ma vie, donc que ce soit en Espagne, aux États-Unis, et puis revenir en Europe. Et puis finalement l'acceptation qui est aussi tout un processus en tant que tel. Et je pense que finalement, une fois que j'ai vraiment pris la décision d'arrêter mon contrat professionnel, pour moi, ça m'a permis aussi de commencer un peu cette phase-là d'acceptation, où c'est peut-être une petite mort, mais ça veut aussi dire qu'il y a une nouvelle vie qui commence avec toutes ces inconnues. Et aussi que finalement, le sport de haut niveau a été une façon pour moi de m'exprimer. Mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup d'autres. Après, honnêtement, c'est encore un processus qui est en cours. C'est un processus qui me faudra encore un peu de temps, je pense. Avoir pu travailler pour le marathon de Valence cette année, pour le 10 km, où je me suis occupée des élites femmes, où j'ai vraiment été avec elles en chambre d'appel, où je les ai emmenées sur la ligne de départ, où je les ai vraiment suivies dans toutes les étapes de la course. Après coup, je me suis rendu compte que j'avais plus ce poids dans la poitrine, où vraiment je voulais absolument être sur la ligne de départ. J'ai éprouvé énormément d'émotions à les voir, en plus à
battre un record du monde. Mais je sentais que c'était plus la même flamme, ou c'était une flamme différente, on va dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je pense que le processus d'acceptation, il est vraiment en train de se terminer, de progresser. Mais c'est sûr qu'il y a encore des fois où il faut que je me rappelle, Liv, c'est un choix que tu as fait. 30 ans, c'est un peu un âge... c'est un âge un peu bizarre dans le sens où, oui, sur les longues distances, j'aurais pu encore avoir beaucoup d'années de pratique devant moi. Après, en même temps, j'ai toujours su que je voulais pas une carrière extrêmement longue parce que bon, le sport de haut niveau, c'est un super travail. Enfin, je veux dire, quand les autres dans le métro allaient au bureau, moi j'allais à la piste. Enfin, c'est incroyable, c'est une chance incroyable, je pense. Mais en même temps, pour moi, je l'ai toujours vu comme une période, une étape de ma vie, pas comme une période extrêmement longue. C'est juste arrivé plutôt que prévu et sans que je puisse vraiment m'exprimer sur le marathon qui, à mon avis, m'aurait vraiment convenu. C'est une grosse étape à franchir et c'est vrai que c'est pas forcément un thème qui est extrêmement exploité au niveau médiatique. J'ai quelques amis qui sont passés par là, mais pas non plus énormément. Mais justement, le peu que j'ai pu échanger avec eux m'a montré que la vie s'arrêtait pas, au contraire, qu'il y avait beaucoup d'autres choses derrière. Et au jour d'aujourd'hui, je continue à courir pratiquement tous les jours, mais pas avec la même discipline, pas avec la même souffrance à l'entraînement. Et c'est vrai que c'est un pur bonheur aussi. Donc, je trouve un autre genre de bonheur, en fait. Ce que je retiens de ma carrière au niveau, je pense que c'est tout d'abord les rencontres que j'ai pu faire. La course à pied, c'est un sport très exigeant, très dur, très ingrat aussi. Dès qu'on s'arrête une semaine, on commence à perdre le niveau déjà. Et pourtant, c'est une parabole de la vie. C'est-à-dire que quand tu arrives au 8e kilomètre d'un 10K, tous les indicateurs te disent d'arrêter. Tu sais que t'as mal partout. Normalement, il faudrait s'arrêter, ce serait beaucoup plus simple. Et pourtant, tu sais qu'il faut aussi serrer les dents, qu'il te reste 2 bornes et que ces 2 bornes, elles peuvent faire toute la différence. Et rallier la ligne d'arrivée, ça peut aussi te conduire à un grand changement dans la vie. Donc, c'est sûr que ça peut vraiment t'apprendre énormément sur toi-même. Il y a toujours, pour tout le monde, des moments où il faut serrer les dents, où on a très envie de lâcher et pourtant il ne faut pas lâcher, ne pas abandonner et à la fin normalement il y a une récompense. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.